Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire donc d'actualité TracFin. Donc je vois que vous êtes assez nombreux dans la salle. On a effectivement 11 participants, donc bienvenue à tous. L'idée donc de cette actualité réglementaire sur le TracFin, c'est donc de dédier 1 heure de notre journée sur le rapport qui est paru en 2024 sur effectivement la première partie de la CNS et de vous expliquer en quelques exemples quelles sont les sanctions auxquelles vous pouvez vous exposer si vous ne respectez pas effectivement cette réglementation TracFin Lab FT. Donc l'idée pour cette journée aujourd'hui, c'est d'être sous format de webinaire. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat et en fin d'intervention, si le temps effectivement est possible, nous pourrons effectivement faire un temps de réponse à vos questions sur la thématique. Au niveau du sommaire, vous aurez donc Rémi qui interviendra sur la première partie, sur la présentation du rapport TracFin relatif aux activités des professions déclarantes. Je vous parlerai des décisions de la CNS qui ont été rendues en 2023, une petite sélection avec des faits assez marquants. Puis nous vous rappellerons les obligations légales des professionnels de l'immobilier pour vous présenter en fin d'intervention, donc vers 15 heures, l'accompagnement TracFin que nous proposons donc à notre clientèle. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ImoFormation, c'est un organisme de formation que nous avons créé en 2018 avec Rémi. Aujourd'hui, on compte 20 formateurs qui sont des experts dans leur domaine ou encore des avocats spécialisés en immobilier. En termes de thématiques, on va effectivement travailler avec nos clients autour de l'immobilier. Ça peut être de l'urbanisme, du financement, de la gestion locative, du crédit immobilier, du management. Et tout ça pour 200 clients annuels, ce qui effectivement fait qu'aujourd'hui, nous avons un portefeuille client assez étoffé et avec des spécialités diverses. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Rémi pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc bienvenue à tous. Eh bien, bienvenue à vous. Voilà, nous sommes les deux co-créateurs d'ImoFormation et nous sommes juristes immobiliers. Nous avons travaillé de nombreuses années dans une grande étude notariale et donc le sujet de la lutte anti-blanchiment, c'était quelque chose qu'on suit depuis plus de 15 ans et on forme sur cette thématique depuis plus de 10 ans. Et on a un retour d'expérience aussi puisque nous avons accompagné plusieurs clients sur la question, que ce soit en formation ou pour les aider en effet à mettre en place leurs obligations. Donc, le rapport TracFin en 2023 va sortir en plusieurs parties. Et comme l'année dernière, donc ça, c'est un peu une nouveauté. Ils font d'abord une première partie sur le nombre de déclarations et qui a déclaré et l'évolution, en effet, en la matière. La qualité des déclarations de soupçons qu'ils reçoivent. Et puis après, ils vont faire paraître, peut-être avant l'été ou avant le mois de juillet, un deuxième rapport où là, véritablement, ils vont axer sur les critères éventuellement qui ont été abordés et puis les poursuites qui ont été effectuées. Et ils vont rentrer plus dans le détail, en effet, du contenu des déclarations. Et puis un troisième rapport montrera les risques nouveaux, notamment des risques liés évidemment au développement, on va le voir dans l'immobilier, à tout ce qui a lieu à la crypto-monnaie ou au financement participatif. Donc voilà, un troisième rapport plus prospectif. Donc déjà, on va analyser le premier rapport. Donc vous aurez évidemment le support de formation, ce support enfin de présentation du webinaire vous sera adressé par mail à la fin du webinaire. Vous recevrez ce mail et puis il y aura aussi un replay qui sera mis à disposition au cas où si vous devez nous quitter avant la fin de ce webinaire, un replay sera disponible. Et donc, voilà, vous aurez le lien vers ce rapport. L'idée, c'est de vous en faire en fait une synthèse. Donc, qu'est-ce qui ressent de ce rapport? Qu'il y a eu un record du nombre de signalements, puisqu'on a 190 000 déclarations de soupçons dans l'année. Et il faut savoir, donc c'est plus 15%, mais c'est quand même une multiplication par 7 en 10 ans. C'est-à-dire qu'en 2019, par exemple, il y avait 90 000 déclarations. Là, on a 190 000. Donc, en fait, c'est très exponentiel. Et alors, comme toujours, le secteur financier, c'est quand même, donc banque, assurance, c'est 94% des déclarations. Et il y a le secteur non financier qui représente 6%, qui est aussi en augmentation, mais une augmentation plus faible par rapport au secteur financier. Pourquoi? Parce que le secteur financier, on a un développement évidemment
de tout ce qui va être crypto-monnaie. Et donc, les établissements en monnaie électronique ont fait plus de 146%, par exemple, de déclaration de soupçons. Les prestataires de services sur actifs numériques aussi, plus 339%. Donc, ça explose dans ce domaine-là, ce qui fait que les augmentations dans le secteur financier augmentent. Mais dans le secteur non financier, on va le voir, notaires, agents immobiliers, on a une forte croissance aussi des déclarations. Et du coup, le rapport va détailler un petit peu, profession par profession, qui fait quoi et quels sont les bons et les mauvais élèves. Et il faut savoir que pour encourager ce nombre de déclarations qui jugent toujours insuffisantes à progresser, Tracfin a mis en place une nouvelle version du formulaire de déclaration de soupçon. Et donc, dans le premier rapport, là, ils disent que ça a un effet, puisque depuis le mois d'octobre, par exemple, ils ont revu le formulaire, notamment des notaires, et ils ont vu qu'il y avait eu en effet des meilleures déclarations, un plus grand nombre. Parce qu'avant, il y avait un seul formulaire pour toutes les professions, et il y en a 48 catégories de professions qui déclarent. Et donc aujourd'hui, ils ont créé 13 modules différents selon les professions. En effet, le professionnel qui va saisir sa déclaration de soupçon, il y a des questions nouvelles qui s'affichent et qui correspondent à son activité. Donc pour les agents immobiliers, ce nouveau formulaire sera vraiment mis en ligne avant, normalement, le mois de juillet. Ils avaient annoncé au premier semestre. Mais pour les notaires, il est déjà en ligne depuis au mois d'octobre. Voilà donc au niveau un peu des nouveautés. Alors, si on analyse un peu la qualité maintenant des déclarations de soupçon, en effet, le rapport mentionne que les déclarations de soupçon sont souvent insuffisantes. Elles ne contiennent pas de pièces jointes. On n'a pas. Alors, voilà les axes d'amélioration qui sont mentionnés dans ce rapport, qui sont intéressants. On nous dit que la déclaration de soupçon ne peut pas se limiter à présenter les faits, mais peut aller plus loin, en fin de compte, pour évoquer un peu le délit pénal. Alors, c'est un petit peu particulier parce qu'avant, Tracfin mentionnait que ce n'était pas aux professionnels de faire l'enquête. Le professionnel devait juste dire j'ai un doute sur l'origine des fonds, j'ai un doute sur l'identité d'une personne, mais ne devait pas aller jusqu'à dire vraiment d'où venaient ces sommes frauduleuses ou pourquoi la personne cachait son identité. Là, semble-t-il, elle veut peut-être que l'on dénonce soit une fraude fiscale, soit une escroquerie, qu'on aille un peu plus loin, qu'on évoque les choses. Donc voilà, alors c'est juste c'est juste en effet, on va dire un souhait, mais il n'y a pas d'obligation à aller jusque-là. Puisque quand on est au stade du soupçon, c'est qu'on n'a pas encore de preuves. Ensuite, ils nous disent lors d'une vente, il faut absolument localiser le bien. On sait qu'il y a des régions qui sont plus à risque et un agent immobilier peut très bien intervenir pour un bien situé dans un autre département ou dans une autre région ou outre-mer. Et aujourd'hui, donc, au formulaire de déclaration a été rajouté ce lieu-là, qui n'était pas forcément précisé avant. Ensuite, il faut bien désigner complètement les acheteurs et les vendeurs, mettre toutes les pièces jointes que l'on a, les pièces d'identité, les statuts, pour que Tracfin, ça facilite son travail, il n'est pas à faire de demande d'information. Et puis, il faut ne pas hésiter à mettre des éléments subjectifs issus des entretiens qu'on a avec le client. Donc, pour quelle raison on fait une déclaration ? C'est qu'il a changé souvent d'identité, il n'a pas répondu aux demandes, ou il envoie des documents qui sont faux ou qui sont incomplets. Donc, il faut aller, voilà, pourquoi vous déclarez le soupçon ? Ce n'est pas simplement de dire il y a peut-être du blanchiment dans cette opération, il faut motiver sa déclaration. Donc, ça rajoute un petit peu, en effet, des éléments à votre déclaration pour qu'elle soit la plus pertinente. Alors, au niveau du nombre, en fait, on a quand même, et les notaires, on voit, ce sont ceux qui déclarent le plus. C'est 28% des déclarants non financiers. Donc, ça veut dire quand on voit les experts comptables, les avocats, les huissiers, les notaires représentent 28% de tous ces déclarants. Donc, ils sont les premiers. Et le nombre de déclarations a vraiment évolué de plus de 21%. Donc, vous voyez, ils sont à 3000 déclarations, plus de 3000 déclarations par an, ce qui est vraiment énorme. Ils ont plus que doublé depuis 5-6 ans. Mais c'est toujours pas suffisant selon Tracfin, puisqu'il y a eu quand même il y a plus d'1 million de transactions en France. Donc, même si on était en baisse de transactions en 2022,
ils notent quand même qu'il y a eu une augmentation de 21% du nombre de déclarations. Donc, ça veut dire que même il y a une baisse de volume, les notaires font des efforts supplémentaires. Et on a un quart des études qui ont déclaré pour la première fois un soupçon, avec l'immobilier résidentiel qui est représenté à 80%. Donc c'est vrai que pour Tracfin, il y a aussi une forte et une surreprésentation de l'immobilier résidentiel. Pour eux, en effet, l'immobilier entreprise est aussi concerné et devrait donner lieu à plus de déclarations. Mais voilà ce que mentionne le rapport. Alors au niveau de la géographie, ça c'est intéressant, c'est que on voit qu'il y a, je vous ai mis une carte en fait où on montre le nombre de transactions, donc c'est le chiffre de gauche, et le nombre de déclarations de soupçons. Donc on s'aperçoit en fin de compte que sur la région Île-de-France, il y a 14% de transactions du nombre en volume, mais il y a 27% de déclarations de soupçons. Et pareil pour PACA, donc on a deux régions qui sont surreprésentées, c'est-à-dire que par rapport au nombre de ventes, vous avez un nombre de déclarations de soupçons supérieur. Et ça, c'est pas étonnant, puisque Tracfin l'a déjà déterminé un petit peu dans ses consignes, c'est que la région parisienne, la région PACA sont deux régions, en effet, à fort risque de blanchiment. Mais d'un autre côté, on a vraiment des régions comme la Bretagne, les Pays de la Loire, l'Occitanie, où on a vraiment une sous-représentation, où là, vraiment, par rapport au nombre de transactions, on a très peu de déclarations de soupçons. Voilà. Donc, ça peut être. Alors, quels sont les critères qui ont été retenus l'année dernière? Tracfin nous mentionne que c'est l'absence de prêt ou la doute sur l'origine des fonds qui est un des deux motifs de déclaration de soupçon des notaires. Alors, voyons maintenant pour les agents immobiliers. Pour les agents immobiliers, voilà ce que dit Tracfin, trop peu de déclarations. C'est-à-dire que par rapport au volume des ventes, vous êtes à 505 déclarations par rapport aux notaires qui sont à 3000, vous voyez. Il faudrait qu'il y ait un chiffre à peu près équivalent, bien supérieur, avec quand même une évolution, hein, puisqu'on part quand même, il y a quelques années, 2015-2016, il y avait 30 déclarations. Donc on a quand même fait un grand pas, parce que les professionnels ont été de mieux en mieux formés, mais il y a quand même un déficit de déclaration qui est à noter. Et du coup, du fait de ce déficit, eh bien, la répression des fraudes, et on va le voir à la Commission nationale de sanctions, font plus de contrôles. Les notaires, eux, ne sont contrôlés que par le Conseil supérieur du notariat, sans sanction véritable, à part en effet s'il y a vraiment eu des gros manquements, et là, le notaire peut être attrait devant le procureur. Mais pour les agences immobilières, on va le voir, vous avez la Commission nationale de sanctions qui vient là, en effet, vous mettre des amendes, des interdictions temporaires d'exercer ou définitives. Et ils veulent le faire parce qu'en effet, ils veulent absolument que le nombre de déclarations progresse, parce que c'est ce nombre-là qui est un facteur qui montre que la France fait bien son travail en matière de lutte anti-blanchiment, parce que sinon, en effet, Tracfin ne peut pas faire son travail. Elle part de ses déclarations de soupçons pour faire des enquêtes ensuite. Alors, au niveau de la géographie, eh bien là, vous voyez que la même chose que pour les notaires, on a deux grandes régions d'où proviennent en effet les déclarations de soupçons. C'est la région parisienne et la région PACA. Il faut savoir que la région parisienne, ça peut concerner aussi des biens, mais qui sont hors département. Donc, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de liens aussi avec la Normandie. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place vraiment la localisation du bien pour qu'on puisse aussi localiser le nombre de déclarations de soupçons par rapport à la localisation du bien. Mais voilà, on a toujours, et ce que dit un petit peu Tracfin, c'est qu'en effet, il y a toujours un ensemble de régions où il faut faire attention, il faut être vigilant, parce que, évidemment, la criminalité s'adapte, hein. Si elle voit que des secteurs sont trop surveillés, elle va éventuellement aller vers des secteurs moins surveillés. Donc, les principaux critères, maintenant, dans le rapport Tracfin, on mentionne que les principaux critères qui ont amené à une déclaration, c'est les achats au comptant. Donc là où on ne peut pas en effet bien analyser l'origine du fonds, et des doutes en effet sur l'origine des fonds. Donc la provenance, et on va le voir que dans les obligations légales, vous avez véritablement l'obligation d'avoir la preuve de l'origine des fonds, hein, surtout s'il y a un achat comptant ou avec un très fort acompte. Il faut que vous ayez, vous, la preuve de la provenance de fonds, d'un livret, d'une succession, voilà, d'une économie, d'une donation. Il faut que vous ayez la preuve de cette origine dans votre dossier.
Et puis, assez étonnamment, on nous dit aussi que un des critères de déclaration pour les agents immobiliers, c'est des protagonistes douteux. Donc ça, c'est la caractéristique de la clientèle, c'est-à-dire une clientèle que vous connaissez peu ou pas et qui ne vous donne pas énormément d'informations sur leur lieu de résidence, d'informations sur leur profession, alors que vous devez avoir ces informations-là obligatoirement dans vos dossiers. Et donc, ces protagonistes douteux, on nous dit que c'est suite à des recherches en source ouverte. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, Tracfin encourageait depuis de nombreuses années à ce que, en effet, encourageait les acteurs à aller chercher sur Google, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, l'identité des parties pour voir si, en effet, ces parties résidaient bien là où ils mentionnaient qu'ils résident, si ce n'étaient pas des personnes qui étaient éventuellement résidentes dans des pays à risque, si elles n'avaient pas été déjà poursuivies pour des délits, escroquerie, abus de confiance ou autre. Et donc, en fait, elle encourage des recherches. Alors, ces recherches peuvent être faites sur des sources comme le gel des avoirs. Hein. La Banque de France a une liste de noms de personnes qui sont en effet en gel des avoirs, ça veut dire qu'elles ont bloqué leur compte. Ça peut être la liste éventuellement donc Internet, hein, tout simplement, et chercher dans l'actualité, ou en effet chercher dans les réseaux sociaux éventuellement. Donc ça, elle encourage ces recherches-là. On sait que les notaires, eux, ont accès à des bases de données qui sont payantes, où ils peuvent vraiment voir les personnes politiquement exposées, ils peuvent avoir accès à une plus grande liste de noms de gens recherchés ou condamnés. Mais ces listes-là sont fermées, dans le sorte qu'en effet, il faut des abonnements spécifiques pour y accéder. Mais Tracfin encourage la recherche sur Internet. Voilà pour ce rapport Tracfin donc, qui portait sur les déclarations de soupçons, la nature et le contenu. Et donc, on va passer maintenant au second point, qui est en effet les fameuses décisions de la Commission nationale de sanctions. Mais peut-être que je vais passer la parole à Sophie, elle va vous rappeler qu'est-ce que la CNS, et puis va vous présenter des cas vraiment réels où des agences ont été en effet poursuivies et condamnées à des peines d'amende, non pas parce qu'elles avaient blanchi de l'argent, qu'elles avaient été complices, mais parce qu'elles n'avaient pas mis en place leurs obligations. Effectivement, Rémi, c'est exactement ça. Donc, la CNS, c'est la Commission nationale des sanctions. C'est un organisme indépendant qui est chargé effectivement de sanctionner les professionnels dans le cadre effectivement du respect de l'obligation donc de mettre en œuvre et de participer activement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La CNS donc rend effectivement des décisions qui sont de plus en plus publiques puisqu'elles peuvent être effectivement, elle peut enjoindre le professionnel qui est sanctionné à une publication sur des sites internet qui sont en général en lien avec l'activité de ce dernier. Ces publications peuvent être anonymisées ou non, selon effectivement les dires de la CNS. Ce qui ressort de certaines décisions, donc on a fait un petit effeuillage, donc on vous a effectivement relevé quelques décisions qui paraissaient intéressantes. Il ressort en fait très souvent les mêmes griefs. On se rend compte effectivement que l'agence immobilière ne respecte pas la procédure d'identification des clients et des bénéficiaires effectifs, ou encore qu'elle manque à son obligation de recueillir certaines informations par rapport à leur clientèle, l'objet de la transaction, ou encore la nature de la relation d'affaires qu'elle a effectivement avec ce client. Et enfin, le gros problème des agents immobiliers quand on regarde les décisions de la CNS, c'est effectivement le fait de ne pas mettre en place de système d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Et j'ajouterais que ce système doit être adapté à votre secteur. Donc, je vais vous parler donc, de différentes publications en mettant un petit peu l'accent sur les points particuliers donc, de ces décisions. La première décision, c'est une décision donc, du 22 février 2023, donc, qui a été publiée sur le site de la CNS, où là, on est face à une agence immobilière multi-activité. Donc, on est syndic, on fait de la transaction, on fait de la location, on fait aussi une activité de marchand de biens. Dans cette entreprise, on a effectivement un gérant qui n'a donné aucune habilitation. Donc, toute la responsabilité en termes de respect de la réglementation repose sur ses épaules. À droite, je vous ai affiché les sanctions qu'a retenues effectivement la CNS par rapport aux différents griefs.
Sur le premier grief, c'est effectivement la CNS a demandé à la gérante, c'était Madame Y, de présenter effectivement donc les documents relatifs à la mise en place d'un système d'évaluation donc de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. L'agent immobilier n'a pas pu présenter donc aux inspecteurs donc de la direction des fraudes qui passent avant la CNS de documents ou encore de protocoles internes qu'elle aurait pu écrire et diffuser au sein donc de son agence immobilière. Et donc la CNS retient forcément que l'agence immobilière n'a pas effectivement mis en place de système spécifique donc de vigilance et d'évaluation et de gestion des risques en matière de blanchiment et de financement du terrorisme. Donc il n'y avait pas de cartographie, il n'y avait pas d'identification, c'était pas en lien avec l'activité de l'agence immobilière et d'autre part, il n'y avait aucun livret effectivement interne pour accompagner les collaborateurs à participer à cette lutte anti-blanchiment. On a également retenu donc comme second grief contre cette agence immobilière le manquement relatif à l'obligation d'identifier et de vérifier l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs. En effet, dans le cadre de l'analyse du dossier, on retient effectivement que 6 dossiers examinés donc lors du contrôle fait auprès de cette agence immobilière ne comportaient aucune pièce d'identité, ni des vendeurs, ni des acquéreurs. Et l'agence, effectivement, donc, a fait, après le contrôle de la direction des fraudes, fait parvenir aux inspecteurs des documents émanant des notaires dans ces dossiers pour justement donc justifier l'identité d'acquéreur, donc au travers, par exemple, d'un cabis qui a été effectivement remis aux inspecteurs. Simplement, le problème qui s'est avéré, c'est que les copies des pièces d'identité ou encore du cabis qui avait été remis aux inspecteurs ne correspondaient pas à l'entièreté de l'effeuillage qu'ils avaient effectivement contrôlé. Donc, il y avait un problème à ce niveau-là. Et donc, la CNS a bien retenu que l'agence immobilière ne respectait pas la procédure d'identification des clients et bénéficiaires effectifs. Et ça aussi, ça nous rappelle que chaque maillon de la chaîne dans les opérations immobilières, qui est obligé effectivement de respecter la lutte anti-blanchiment et de mettre en place une vigilance personnelle, ne peut pas s'appuyer effectivement sur le contrôle qui pourrait être effectué par un notaire ou encore par un banquier. En réalité, en tant que professionnel, ces obligations de vigilance, vous les portez sur vos épaules en tant effectivement que personne devant contribuer à cette lutte anti-blanchiment qui est mise en œuvre au travers de cette chaîne de l'opération immobilière. Donc ça, c'est effectivement les griefs qui ont été retenus avec effectivement des sanctions. Vous les voyez ici, une interdiction temporaire d'exercer l'activité d'agence immobilière au nom de la société, une sanction pécuniaire de 3 000 € à l'encontre de la société. Et concernant Madame Y, elle aussi, effectivement, a écopé d'une interdiction temporaire d'exercer l'activité d'agent immobilière pour une durée, effectivement, de 2 mois avec sursis, plus une amende personnelle, donc de 1 500 €, avec, comme on le disait, effectivement, comme je vous le disais en introduction, l'obligation pour la société de publier donc la décision un extrait de la décision de la CNS dans le journal de l'agence, qui est un journal, on va dire, à vocation professionnelle et qui est diffusé donc largement auprès donc des autres agents immobiliers, donc des pairs. Donc voilà un exemple, un premier exemple. Le second exemple, donc il s'agit effectivement donc d'une entreprise qui effectivement ici c'était assez intéressant. On est effectivement face à une entreprise qui a 13 établissements, qui emploie 80 salariés et qui également elle a 600 à 650 agents commerciaux. Donc, on peut effectivement qualifier donc cette agence immobilière comme étant un réseau qui a constitué effectivement un réseau d'agents commerciaux. La CNS et la direction des fraudes a bien effectivement relevé que les agents commerciaux travaillaient sans aucun lien de subordination avec le titulaire effectivement de la carte professionnelle et qu'ils étaient donc rémunérés donc à la commission. Cette société fait également appel à un partenariat interagences en tant qu'apporteur d'affaires qui était payé sur facture. Une seule titulaire de carte dans cette société, Madame Y,
adhérente elle-même à la FNEM et qui effectivement rédigeait elle-même ses compromis qui étaient signés donc à distance par le biais effectivement d'un système électronique. Donc quelles sont effectivement les remarques qu'on retient donc de la CNS? Donc effectivement, le premier manquement, c'est un manquement correspondant effectivement à l'obligation de définir et de mettre en place un dispositif d'identification, d'évaluation, de gestion des risques de blanchiment de capitaux. Au jour du contrôle, la CNS, enfin la direction des fraudes, constate que la société ne disposait que d'un guide professionnel relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et d'un document interne inachevé et non diffusé aux collaborateurs. Ça, c'est un élément qui est important, c'est-à-dire qu'ici, la CNS relève que l'entreprise n'avait pas fait le travail qui lui est demandé, qui est un travail personnel, d'éditer ses propres livrets de procédure interne. Et le fait effectivement d'avoir à disposition, mais sans le diffuser, un document émanant certainement donc de la FNEM ne suffit pas pour la CNS à effectivement à considérer que l'agent immobilier fait son travail en matière de lutte anti-blanchiment. De plus, le document qui a été présenté donc lors des contrôles était un document qui émanait effectivement d'un tiers et on relève effectivement qu'il ne comportait aucune classification ni évaluation des risques adaptés, notamment à la taille et à la clientèle de la dite société. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai travail de personnalisation à réaliser dans le cadre de ces documents. Et de même, le fait de ne pas avoir effectivement diffusé aux collaborateurs ces éléments et de ne pas avoir terminé son livret donc, de procédure interne montrait effectivement la carence de l'entreprise. Dans cette décision, un élément aussi est important en termes effectivement de sanctions, c'est que la CNS semble être plus sévère effectivement avec une entreprise, avec une taille et une importance de volume en termes de transactions qui est important, puisqu'on vous dit que la carence de la société, qui n'est pas contestée, est d'autant plus marquante que l'importance du volume des transactions opérées par cette société justifie une formalisation des procédures qui doivent être connues et appliquées par l'ensemble des collaborateurs. Et donc, on voit effectivement que la taille et le volume de transactions est quelque chose donc d'important pour la CNS. Troisième décision, une décision donc du 25 mai 2023 sur une SARL, donc la SARL Kennedy. Donc cette décision donc du 25 mai 2023, elle a été donc publiée aussi sur le site de la CNS. Ici, on a relevé effectivement plusieurs éléments contre effectivement Monsieur Jean-Marc Mahut, qui était le représentant donc, de cette SARL. On relève qu'il n'a pas formalisé de procédure interne, qu'il n'a aucun document qui retrace l'approche des risques au sein effectivement de son entreprise. Le dirigeant, effectivement, s'explique. Les dirigeants ont toujours la possibilité donc, de se justifier. Le dirigeant s'explique. Il dit qu'il n'a pas mis effectivement de protocole en œuvre écrit, mais qu'il procédait à des points réguliers avec ses collaborateurs tous les 15 jours pour rappeler les principes de lutte anti-blanchiment en interne. Et il indique qu'il était en échange constant avec ses clients sur les sujets effectivement de lutte anti-blanchiment et les précautions qu'il fallait prendre. Et qu'il travaille, donc selon lui, il travaille en confiance, et les termes employés sont les siens, travaille en confiance et en famille, mais qu'il n'avait pas mis effectivement il ne s'était pas conformé aux obligations donc réglementaires et légales. Donc ça, la CNS réfute, rejette le fait de penser qu'on peut travailler en confiance sur une matière telle que la lutte anti-blanchiment. Donc, même si on connaît ses clients, la connaissance personnelle, la confiance ne passe pas pour la CNS. Et puis, d'autre part, concernant aussi un autre grief, on lui dit effectivement qu'il a manqué à son obligation donc, de vérifier l'identité de ses clients et des bénéficiaires effectifs. Effectivement, dans les dossiers qui ont été contrôlés, il n'avait pas effectivement de copie de justificatif d'identité des vendeurs ou encore des acquéreurs. Il recueillait selon lui les informations à l'oral. Donc ça lui suffisait et il cochait la case comme quoi tout allait bien. Et puis d'autre part, il a effectivement pris note du contrôle qui avait été effectué et donc il a indiqué à l'inspecteur
qu'il avait pris note du grief, qu'il devait effectivement remplir des documents papier et en garder la trace, et que depuis le contrôle, il envoyait systématiquement à ses clients acheteurs et vendeurs un document que ce client devait effectivement remplir et lui renvoyer. Mais sauf que la CNS rappelle aussi un principe en matière de contrôle, c'est que la CNS rend ses décisions en fonction des faits qui étaient présentés lors du premier contrôle des inspecteurs de la direction des fraudes. Et donc, même si on fait un effort après ce contrôle, suite effectivement au fait de nous avoir remonté des griefs à notre encontre, ça ne jouera pas en notre faveur pour la décision que doit prendre la CNS sur une situation antérieure. Donc ça, c'est un point aussi important. Et puis d'autre part, ce monsieur, Jean-Marc Mahut, travaillait avec des agents commerciaux et sur le manquement par rapport à une obligation d'informer régulièrement le personnel, il est relevé effectivement par rapport à ce contrôle que la société n'avait pas pu justifier la formation spécifique en matière donc, de LCBFT de l'agent commercial en question. Donc, ce qui rappelle que l'obligation, effectivement, aux titulaires de cartes professionnelles de veiller à ce que les agents commerciaux donc remplissent les obligations qui s'imposent également aux titulaires en termes de formation et de connaissance de certaines spécificités donc, du métier. Donc ça, c'est aussi un exemple, donc une décision du 25 mai avec des sanctions qui vont de l'interdiction temporaire d'exercer l'activité jusqu'à des sanctions pécuniaires que vous voyez ici et la publication également dans le journal de l'annonce de la décision de la CNS. Autre décision qui touche ici la société Régus que vous connaissez certainement. La société Régus, c'est une société effectivement de centres d'affaires. Elle compte 3000 centres d'affaires dans 120 pays. En France, on a 120 sites. On a la direction des fraudes qui a effectivement contrôlé donc 6 centres donc, de Régus et on leur a demandé effectivement de justifier donc les éléments qui montraient qu'ils participaient à la lutte anti-blanchiment. Les gérants en fait de Régus ont présenté en réalité donc une charte vigilance qui reprenait effectivement les lignes directrices conjointes à la fois de Tracfin et de la direction des fraudes en la matière. Mais cette charte, en réalité, n'avait été envoyée qu'à 2 centres d'affaires sur les 6 qui avaient été contrôlés et de plus n'était pas appliquée par ces derniers. Donc, la CNS, en fait, reproche à Régus, à la société, effectivement, de ne pas avoir pris en réalité les mesures adéquates concernant effectivement cette connaissance et cette participation à la lutte anti-blanchiment. Donc, c'est ce qui ressort. Et la sanction donc, qui a été retenue contre Régus, c'est 50 000 euros d'amende pour la société, 5 000 euros pour le président directeur général et une obligation donc, de publication sans anonymisation, excusez-moi, dans le journal des Échos et la Tribune, donc ce qui est une sanction assez lourde. Et enfin, dernière décision sur laquelle on peut passer quelques minutes, c'est une décision effectivement donc du 15 novembre 2023 où là, effectivement, on a une société, la société Roussel, qui exerce des activités donc multiples, donc de transactions, marchand de biens et location. Cette société possède un établissement secondaire et adhérente donc du CNPI. Dans le cadre effectivement de cette affaire-là, il s'agit en réalité d'un second contrôle qui a été opéré en 2021. Le gérant de cette société avait déjà fait l'objet d'un contrôle en 2011, lors duquel les inspecteurs lui avaient rappelé ses obligations donc de se mettre en conformité avec la réglementation LCBFT. En 2021, on revient vers cet agent et il ressort effectivement quelques manquements par rapport effectivement à cette réglementation. Le premier manquement, c'est effectivement le manquement relatif à l'obligation de définir et de mettre en place un dispositif d'identification et d'évaluation donc des risques de blanchiment de capitaux propres à l'entreprise. Et donc la CNS, ainsi que les inspecteurs de la direction des fraudes, relèvent
que l'entreprise, effectivement, n'a pas de politique adaptée en matière de définition du risque pour son activité au regard de la lutte anti-blanchiment. Donc, ce qui est effectivement important. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend. D'autre part, deuxième grief qu'on va reprocher à cette société, c'est effectivement un manquement par rapport à l'identification et la vérification de l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs. Ici, en fait, pour se défendre, le gérant de la structure demandait, selon lui, des informations à ses clients au stade de la rédaction du compromis de vente, mais il ne conservait pas les dossiers et les pièces d'identité. Et il se justifie sur le fait qu'il connaît personnellement donc ses clients, ce qui l'exonérait en fait de cette obligation de conserver de tels documents. Bien entendu, donc la CNS n'est pas d'accord avec ça. Peu importe que vous ayez effectivement une connaissance fine de vos clients, vous avez une obligation, c'est effectivement de faire ces contrôles et également de conserver les pièces en matière de lutte anti-blanchiment. Je rappelle que le délai de conservation est porté à 5 ans. Troisième, effectivement, grief, et c'est la réponse en fait de l'agent immobilier qui est plutôt intéressante. On reproche effectivement à notre agent immobilier donc de ne pas effectivement recueillir les informations relatives à l'objet de l'opération, à la nature de la relation d'affaires et surtout de mettre à jour constamment effectivement ces informations si le dossier est assez long dans le temps. L'agent immobilier, effectivement, dit qu'il il ne conserve pas de preuves écrites et que, de toute façon, il exerce une vigilance naturelle qui, effectivement, n'a pas besoin d'être retracée par écrit. La CNS, encore une fois, donc rejette cet argument et lui demande de formaliser précisément dans des documents sa manière, effectivement, de mettre à jour certaines données par rapport au dossier et aussi à la clientèle. Et enfin, quatrième manquement, un manquement relatif à l'information et à l'obligation de formation. Au jour du contrôle donc, de la direction des fraudes, on a reproché, on a demandé, donc à l'agent immobilier s'il avait fait l'objet, enfin s'il avait suivi une formation en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme. Sa réponse a été oui, en indiquant qu'il avait suivi une formation auprès du SNPI. Cependant, il ne pouvait pas justifier donc de fournir un quelconque support de cette formation à la CNS et la CNS a donc effectivement retenu qu'il ne pouvait pas effectivement prouver qu'il avait fait cette formation et donc elle a rejeté son argument, même si après ce contrôle, il avait effectivement suivi une formation à distance qu'il pouvait effectivement prouver auprès de la CNS, mais là aussi, elle rejette cet argument, rappelant que son rôle est d'analyser la situation de l'agent au jour du contrôle dont il a fait l'objet. Donc voilà quelques illustrations effectivement donc de ces décisions donc de 2023. Nous ne manquerons pas effectivement de vous les transmettre par ailleurs après le webinaire. Donc là, je vais laisser la parole à Rémi. Rémi, tu vas nous rappeler quelles sont nos obligations par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on attend d'un agent immobilier en matière effectivement donc de lutte anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Je t'en prie. Rémi, tu n'as pas mis ton micro. Voilà, ça y est, j'ai pas mis le micro. Merci Sophie pour cette présentation. Alors, on vous a extrait 5 décisions, mais parmi une soixantaine de décisions. Donc, chaque année, il y a à peu près 700 et 800 agences qui sont contrôlées sur Tracfin et à peu près 60-70 décisions de la Commission nationale. Alors, qui prend parfois 1 an d'ailleurs à être prise. Donc, parfois, les faits remontent à 1 an ou 2 parce que devant la Commission, vous pouvez vous défendre. Il y a une procédure quand même qui est mise en place avec la possibilité de se défendre via avocat. Et on peut faire appel des décisions devant le tribunal administratif jusqu'au Conseil d'État. Mais c'est marquant, ces décisions sont marquantes un peu de vos obligations. Et vos obligations, elles sont de l'ordre de 3. Mais évidemment, l'obligation de vigilance est une des principales obligations et il faut veiller en effet à bien la remplir. C'est-à-dire que l'obligation de vigilance, ça va être en effet 95% de votre travail en matière de Tracfin. Et ensuite, en effet, si véritablement cette obligation de vigilance vous amène à avoir des doutes, bah, vous avez une obligation de déclaration. Mais déjà, qu'est-ce que la vigilance?
on a vu un peu des exemples d'après ce que nous a dit Sophie, c'est la connaissance client. Ça, c'est la première chose. C'est connaître vos clients et connaître le bénéficiaire effectif de l'opération. Mais quand on entend le mot client, il faut savoir que pour la transaction, c'est l'acquéreur et le vendeur. Même si vous avez en effet vous avez un mandat avec votre vendeur, le client au sens de Tracfin est aussi l'acquéreur pour vous. Et donc, il faut absolument avoir son pédigré, sa profession, son lieu de résidence, le justificatif de résidence pour voir s'il n'est pas dans un pays à risque. Donc, il faut absolument analyser et recueillir des informations sur votre client et les conserver, hein, on va voir pendant 5 ans dans le dossier. Deuxièmement, analyser les risques. Et c'est la fameuse cartographie des risques qui doit être propre à chaque entité, où là, en effet, vous devez vous poser des questions. Donc, le plus souvent, cette cartographie des risques est faite sous forme de questionnaire. Et vous devez analyser les risques sous, alors, on nous dit 5 items. La nature du produit, la localisation, les caractéristiques du client, la nature des opérations, comment en effet l'opération intervient, et puis l'origine des fonds. Donc en fait, il y a véritablement le code monétaire vous impose sur tous ces points-là, de voir si l'opération n'est pas économiquement douteuse ou n'est pas justifiée, son objet ne paraît pas licite. Donc en vous posant les questions, alors ça peut être en effet, est-ce que il y a une clause de substitution? Est-ce que il y a un acompte qui est anormalement déposé? Est-ce que les fonds proviennent d'un pays hors Union européenne? Voilà, un ensemble de questions qui vous permettent eh bien, d'avoir en effet, de définir un niveau de vigilance. C'est-à-dire que à la fois la connaissance client et la connaissance des risques doivent vous amener dans le dossier à définir si vous êtes dans une vigilance renforcée, dans une vigilance normale, dans une vigilance simplifiée. Donc on vous résume un petit peu hein, cette réglementation, puisqu'il y a beaucoup de critères, en effet, que nous abordons lors de nos formations pour établir ce niveau de vigilance. Et c'est ensuite que vous pouvez, en effet, conclure le mandat, signer la promesse, recevoir une offre. Hein, toutes ces obligations de vigilance doivent être faites avant vraiment que la relation d'affaires arrive vraiment à terme. Hein, doit être fait vraiment en amont. Euh, si cette vigilance vous conduit à avoir des soupçons, vous n'avez pas le choix. La déclaration à Tracfin est une obligation en cas de doute. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas une option. Doute, l'origine des fonds, sur la nature du client, sur l'activité. Donc, si vous avez des critères qui vous amènent à devoir déclarer, il faut le faire. Sinon, ça pourrait être aussi un reproche qui peut être fait par la CNS. Et quand on néglige de déclarer un soupçon, ça peut aussi aller jusqu'à la complicité de blanchiment. Déclarer un soupçon vous protège aussi. C'est-à-dire que l'agence qui déclare un soupçon à Tracfin ne pourra pas être poursuivie pénalement ou civilement s'il s'avère qu'il y a du blanchiment d'argent à votre insu dans un dossier. Troisième obligation, la formation. Alors, ça, c'est très important puisque dans le code monétaire, cette obligation de formation apparaît. Elle n'est pas mise malheureusement dans la liste des formations obligatoires de la loi Allure, qui sont la déontologie et la lutte contre la discrimination. Mais dans la déontologie, évidemment, vous avez un petit point évidemment sur Tracfin. Et parfois, dans des formations, euh, des agents immobiliers pourraient aborder la question sur 1 ou 2 heures. Mais là, le code, la CNS est clair, hein, se former qu'1 ou 2 heures voilà, tous les 3 ans sur Tracfin n'est pas suffisant. Il faut vraiment des formations régulières, mais complètes. Alors, ça peut être en effet tous les 3 ans, mais il faut des formations au minimum d'une journée et des mises à jour régulières hein, à porter. Et ça, c'est la CNS qui l'a précisé. Et donc, malheureusement, la CCI ne contrôle pas si vous avez bien été formé sur Tracfin, mais ça va être la répression des fraudes qui va le contrôler parce que cette obligation apparaît dans le code monétaire et financier. Et puis, vous devez conserver, on l'a dit, tous ces documents liés à l'identification de l'opération et l'identification des clients pendant 5 ans. Donc, de la même façon, vous pouvez être sanctionné si vous dites que bah, vous jetez toutes les pièces d'identité après une opération. Non, ou les cabis, c'est une erreur. Donc, l'obligation de conservation est très importante. Bah, elle correspond à la prescription du délit. Et donc, si en effet, vous deviez être convoqué par la police judiciaire pour donner des éléments sur une opération, il faut que vous puissiez aussi délivrer ces documents.
Voilà, en résumé, hein, en synthèse, ces 3 obligations. Alors, ça se traduit par quoi? Vous l'avez vu, hein, la CNS veut absolument que les structures mettent en place un ensemble de procédures internes. Et dans tous les clients que nous formons sur le sujet, c'est vraiment ce qui pêche en fait, parce que le plus souvent, les gens connaissent TracFin, ont reçu éventuellement, en effet, les circulaires. En 2018, on a une circulaire TracFin et la répression des fraudes, ont parfois des documents de leur syndicat professionnel ou de leur réseau. Hein, vous appartenez à Guy Hockey, Century, Stéphane Plaza, vous avez des documents, mais malheureusement, cette documentation ne suffit pas. Il faut véritablement mettre en place un ensemble de procédures qui soient personnalisées. Ça passe par la nomination d'un correspondant, c'est-à-dire vous devez donner votre nom à Tracfin en disant voilà, c'est telle personne qui gère la lutte anti-blanchiment dans notre structure, qui répondra à vos questions. Et le déclarant Tracfin, qui est le responsable de l'agence, doit être aussi nominativement déclaré à Tracfin au cas où, dans l'hypothèse où il devrait faire une déclaration qui soit déjà enregistrée auprès de Tracfin. Donc ça, c'est le minimum. Ensuite, ce qui est obligatoire, c'est l'élaboration de fiches d'identification du client qui soient propres à votre activité. Donc une liste de documents à recueillir, une mise en place d'une cartographie des risques qui soit personnalisée, c'est-à-dire que vous devez analyser, vous êtes sur tel secteur, vous êtes sur telle clientèle. Eh bien, en effet, nous avons eu des clients que nous avons dû accompagner en Corse avec, en effet, la vente de villas luxueuses. Ben, ils n'ont pas du tout les mêmes obligations que, en effet, un agent immobilier qui va intervenir sur du pavillonnaire en Bretagne. Donc en fait, les obligations et les questionnaires doivent être adaptés aux risques que vous devez déjà analyser en amont. Et ça, c'est en effet pas évident à mettre en place. Mais c'est ce que veut en effet la CNS par rapport au code monétaire et financier. Et ensuite, ça passe vraiment par la rédaction d'un manuel interne, ce manuel qui doit être diffusé à l'ensemble du personnel pour que chacun sache qui est correspondant, comment se passent les procédures en interne, quels sont les risques liés à l'agence en tant que telle ou au réseau. Euh, c'est la diffusion de l'information et pour que, évidemment, les procédures soient appliquées. Et on va le voir, pour qu'elles soient appliquées, il faut absolument installer un contrôle interne. C'est-à-dire que, et ça ressort des circulaires de la répression des fraudes, notamment, mais aussi du code monétaire et financier, il vous oblige à avoir un responsable TracFin qui contrôle les dossiers de chacun de vos collaborateurs, réseau compris. Hein. Donc, en effet, pour les mandataires, souvent, il est demandé par une charte un engagement de faire qu'ils respectent bien la réglementation TracFin, mais ça n'empêche pas, en effet, que le titulaire de la carte qui habilite des agents commerciaux fasse des contrôles auprès de chacun de ces agents commerciaux pour voir s'ils respectent bien la procédure. Sinon, ce sera un manquement aussi à l'obligation de TracFin. Et puis, obligation de veille. On l'a dit un petit peu autour d'une certaine décision de la CNS qui reprochait de ne pas avoir fait de la formation et de transmettre régulièrement des informations à son personnel. Vous êtes obligé de surveiller quoi? Les pays à risque, les pays qui sont considérés comme des paradis fiscaux. Vous êtes tenu aussi éventuellement de voir la nouveauté en matière de lutte anti-blanchiment, c'est-à-dire les nouvelles réglementations, directives européennes, lois, décrets. Et donc toute cette veille passe aussi par lire les rapports TracFin, lire les rapports de la CNS pour voir les nouveaux risques, sur quoi il faut être vigilant. Donc cette veille est quand même assez large. Et puis, la formation régulière, on l'a dit, des équipes. C'est-à-dire que nous conseillons à nos clients des formations au moins tous les 3 ans, un peu comme pour la déontologie ou la lutte anti-discrimination. Alors, ça peut être des formations, en effet, au tout départ, sur une journée complète, quand, en effet, les personnes n'ont jamais reçu de formation. Et puis après, on peut s'adapter sur des formations à la demi-journée. Et donc, c'est bien que vous participiez aussi à ce webinaire, parce que ce webinaire, bien, vous pourrez dire à la répression des fraudes que vous avez fait de la veille. Hein. Suivre des webinaires d'une heure, ce n'est pas de la formation, mais c'est de la veille sur le sujet. Donc, gardez bien la preuve aussi de la participation à ce webinaire. Ça pourrait être en effet déjà un élément que vous pourrez en effet indiquer à la répression des fraudes. Donc, voilà l'ensemble de ces obligations qui sont complexes, qui sont souvent mal appréciées.
On pense il suffit d'avoir une petite fiche où on parle de la lutte anti-blanchiment qu'on transmet une fois comme cela aux collaborateurs pour être à jour. Alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'il faut que dans chaque dossier, on ait en effet la preuve que vous respectez bien vos obligations. Et donc, je vais passer la parole à Sophie justement pour vous présenter un peu nos offres, comment on peut vous accompagner sur ce sujet, parce qu'on l'a fait avec plusieurs agences et on voulait un peu, en effet, le proposer en fin de compte à tous nos clients et à toutes les personnes. Mais bien évidemment, le proposer avant qu'il y ait un contrôle, parce que souvent on arrive après coup pour mettre en place les choses. Le mieux, c'est de faire les choses en amont. Donc, Sophie, je te passe la parole. Voilà, effectivement, donc c'est une nouveauté donc 2024 qui a mûri entre Rémi et moi par rapport aux demandes de nos clients qui se sont effectivement soit retrouvés dans le cadre d'un contrôle de la direction des fraudes avec effectivement des conclusions qui effectivement emportaient donc de devoir justifier d'avoir respecté la réglementation auprès de la CNS ou alors effectivement des clients qui nous ont sollicité après la première formation effectivement donc relative à la lutte anti-blanchiment pour les accompagner dans la mise en œuvre, dans la mise en place au sein de leur structure donc d'une procédure interne personnalisée. Et donc, nous avons effectivement imaginé une formule qui pourrait effectivement correspondre à différents clients du domaine immobilier, une formule d'accompagnement qu'on va appeler effectivement tout en un sur le TRACFIN, avec effectivement pour vous proposer un pack qui irait donc de la définition de la cartographie donc de vos risques, la définition et l'identification des éléments qu'on doit retrouver dans la fiche client personnalisée. On vous accompagnera aussi sur la rédaction, ce qui est en général assez, qui peut être effectivement un peu compliqué, c'est effectivement la rédaction donc du manuel interne, la mise en place de l'organisation, donc savoir décider qui sera le déclarant, le responsable, le correspondant TRACFIN, expliquer aux équipes aussi quel est le rôle de chacun. Et tout ça, effectivement, ça passera par une formation une fois qu'on aura déterminé ensemble tous ces éléments, une formation pratique pour les équipes pour savoir où trouver les outils pour justement mettre en œuvre de manière efficace le TRACFIN. Et en complément, on vous présentera aussi la possibilité de vous abonner donc à une veille semestrielle, donc via une newsletter qui vous informera donc des nouveautés en matière de TRACFIN. Donc Rémi vous disait tout à l'heure que vous deviez effectivement dans le cadre des contrôles, prouver la formation et également la veille que vous réalisez sur cette thématique. Donc, dans notre pack, effectivement, on va vous proposer aussi donc une telle veille. Donc Rémi, je vais te laisser maintenant présenter effectivement les phases un petit peu donc, de ce pack. Donc je te laisse la parole. Il faut que tu mettes allumer mon micro. Voilà. On a mentionné en effet devis sur demande parce que ça dépend vraiment de la taille de votre structure. Voilà, il y a en effet, quand vous êtes une petite agence de 5 à 6 personnes, le travail ne sera pas le même si vous êtes un réseau avec 100 mandataires. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un devis sur demande, mais c'est une offre vraiment attractive par rapport alors déjà, c'est une offre inédite parce que personne ne le propose sur le marché, ou alors il faut recueillir des cabinets d'avocats spécialisés, donc très coûteux. Donc nous, on est le seul organisme de formation à vous proposer en effet d'élaborer pour vous tous ces documents et avec vous évidemment, parce qu'en effet, ils sont personnalisés. Alors ça, c'est un point important parce qu'on a eu une décision, par exemple en 2022, de la CNS qui mentionne qu'une agence ne peut pas se contenter de reprendre les fiches élaborées par le SNPI, mais doit établir sa propre cartographie d'évaluation et de gestion des risques. Ces modèles ne sont pas personnalisés ni adaptés aux transactions réellement effectuées. Donc, ne prenez pas de documents type. Ça, la CNS n'en veut pas. Il faut vraiment qu'il y ait des documents avec vos logos et que le manuel interne mentionne bien que vous avez fait l'effort par rapport à votre activité, votre localisation, vos clients, que vous avez fait l'effort, en effet, d'élaborer vos propres risques et du coup, d'élaborer vos propres questions et d'avoir votre propre évaluation, c'est-à-dire d'arriver à un scoring. Et ça, c'est une autre décision de la CNS qui a dit qu'il fallait absolument, pas simplement répondre à des questions, mais avoir
en effet une fiche avec un scoring qui mentionne le niveau de vigilance à adopter. C'est-à-dire si vous devez être en vigilance forte sur ce dossier ou faible. Hein. Donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir un tout en un. Après, pour ceux qui ont déjà mis en place des procédures, on a en effet des clients qui nous ont contactés, qui ont mis en place des procédures TRACFIN assez poussées, mais qui voudraient souhaiter savoir et vérifier soit qu'ils ont bien fait, et surtout voir si dans les dossiers, c'est bien fait aussi. Et donc, en fait, là, on est un petit peu comme la CNS. C'est-à-dire qu'on vous propose de faire des agents fictifs de contrôle. Et en fait, on vient vous contrôler et on vous pose les mêmes questions parce qu'on les connaît hein, et on a eu des clients qui ont été confrontés à des contrôles. Donc, on va vous poser les mêmes questions que la répression des fraudes pourrait le faire. On va regarder ce que vous avez mis en place. On va prendre des dossiers. On va prendre une sélection de dossiers vraiment réels pour voir si vos procédures sont bien respectées. Et à la fin, on fait un rapport d'audit qui comprend éventuellement des axes d'amélioration si on a relevé des manquements. Alors, ça peut être soit des manquements par rapport à ce que vous avez mis en place, soit des manquements parce que vous n'avez pas mis en place complètement les choses. Donc voilà, ça c'est une autre offre où vous avez déjà mis en place des choses et là, on vous accompagne pour, en fin de compte, voir si, en cas de contrôle, vous pourriez être sanctionné. Donc, la même façon, ça dépend en effet de votre structure. Oui. Ces audits peuvent se faire sur place, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer dans vos agences immobilières ou encore on peut les faire à distance si vous nous mettez à disposition tous les documents nécessaires et on peut effectivement organiser des petits rendez-vous en visio pour parler de l'avancée en fait de l'audit s'il y a besoin. Voilà. Ah, ça, c'est comme pour l'audit. Je reviens sur l'audit tout en un. L'audit tout en un doit se faire, évidemment. Là, il faut vraiment élaborer des choses sur mesure. Donc, il faut vous rencontrer, mais ça peut être par visio, où là, on a de longs échanges. C'est-à-dire qu'on va en effet avoir à peu près une demi-journée d'échange et après une demi-journée vraiment aussi de restitution. Et là, on va discuter avec vous pour vous demander un maximum de renseignements sur votre activité pour élaborer vos fiches. Donc là, on n'aura pas cet élément-là si vous avez déjà mis en place des choses. C'est ça. Et puis, troisième produit, et ça, c'est vraiment inédit aussi, ça n'existe pas, c'est la veille TRACFIN. Donc, c'est l'outil de veille. Et là, ça vous permet 2 fois par an. Donc, vous recevez une newsletter de notre part auquel vous pouvez justifier auprès de la répression des fraudes ou de la CNS. On vous mentionne les nouveaux pays à risque parce qu'en effet, tous les 6 mois, le GAFI, qui est l'instance internationale, jour, c'est le pays à risque. Alors, c'est quoi ces pays? Ces pays, eh bien, si vous avez un client qui est en effet résident de ces pays-là, vous devez avoir une vigilance renforcée. Ça veut dire demander des documents complémentaires et ça peut être aussi un des critères qui pourrait vous amener à faire une déclaration de soupçon. Donc cette liste, il convient de la connaître et de la diffuser auprès de vos équipes. Nous, on vous propose de faire la veille pour vous. Vous n'avez pas à chercher tous les 6 mois. Et puis la liste des paradis fiscaux, elle est mise à jour aussi tous les ans, parfois dans l'année, mais en effet, là, c'est Bruxelles, l'Union européenne, qui s'entend sur une liste de paradis fiscaux et chaque année, elle bouge. Et là, c'est par rapport à l'origine des fonds. Donc, si vous avez en effet une origine des fonds qui provient de ces pays, vous devez avoir une vigilance particulière. Donc, en fait, on vous propose de vous envoyer les mises à jour de ces listes. Ensuite, dans ces newsletters apparaîtront aussi toutes les nouveautés. On attend en effet des directives européennes tous les 3-4 ans mettre à jour le code monétaire et financier en France. On sait par exemple qu'il va y avoir un fichier des bénéficiaires effectifs européens qui va se créer. Eh bien, vous êtes avertis. Et s'il y a de la jurisprudence qui concerne aussi votre activité, c'est-à-dire vraiment des agents immobiliers qui auraient été mis en examen, et ça arrive pour blanchiment, mais parce qu'ils n'ont pas mis en place leurs obligations, et donc et ça peut être du pénal, donc il faut faire attention. Là, on vous propose de vous envoyer cette jurisprudence dans notre newsletter. Ça concernera aussi toutes les professions liées à l'immobilier, notaire, avocat éventuellement. Et puis, on vous fera les synthèses des rapports annuels. Chaque année, il y a un rapport qui paraît, donc on vous a fait la synthèse de la première partie, mais la CNS rend un rapport annuel avec une sélection de sanctions et analyse aussi
sur qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour les acteurs qu'elle contrôle. La CNS, il faut savoir qu'elle intervient sur les sociétés de domiciliation, sur les jeux et paris sportifs et sur les agences immobilières. Voilà. Donc là, le coût de cette veille, c'est un abonnement de 200 € annuel. Cet abonnement est offert pour un an pour l'audit et offert aussi pour un an pour le tout en un. Mais sinon, vous pouvez le prendre individuellement si vous avez déjà tout bien mis en place pour en effet justifier de cette veille. Et cette veille peut être diffusée auprès de vos équipes. C'est l'avantage, c'est que cette newsletter, vous nous demandez à qui vous voulez qu'on l'adresse ou on l'envoie au responsable de TracFin et qui l'adresse après. Et vous avez comme ça la preuve que vous avez informé régulièrement votre personnel. Voilà, donc on arrive, vous voyez qu'on est à 15 h, on arrive exactement à l'heure finale de ce webinaire. Est-ce que Sophie, tu veux rajouter quelque chose? On va essayer de passer à des questions-réponses. Je pense que tout a été dit, donc vous pouvez nous contacter et on ne manquera pas effectivement de revenir vers vous sur ces différentes offres. Donc, nous avons donc terminé notre intervention sur l'actualité TracFin donc pour ce mois de juin donc 2024. Est-ce que certains dans la salle ont des questions à poser via le chat ou est-ce que tout était clair pour vous? Vous n'avez qu'à mettre des pouces à côté de vos noms si tout est OK. Ah, on a peut-être une question qui arrive. Voilà, donc tout en bas à droite, il y a marqué « Tapez votre message ». Il ne faut pas hésiter à poser toutes les questions s'il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu. Donc nous allons attendre quelques minutes puisqu'en effet, il y a des messages qui sont tapés. Ah, nous avons d'accord. merci, un pouce. Merci, bon après-midi également. Alors, lorsque l'on va, donc on va vous envoyer de manière automatisée donc certains documents et notamment, regardez, vous aurez un petit certificat comme quoi vous avez participé à ce webinaire d'actualité TracFin. Donc, Rémi vous disait effectivement que ça pouvait justifier donc justement d'une obligation de veille en la matière. Donc, conservez-le bien auprès de vous. Voilà, et donc s'il n'y a que des pouces levés, c'est parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être lever le webinaire. En tout cas, vous remercier pour avoir assisté. Vous étiez plus d'une vingtaine à assister à ce webinaire. Donc, nous verrons le lien vers le replay. Vous pouvez le diffuser auprès de vos équipes. Ça peut aussi montrer que vous faites de la veille aussi auprès d'eux. Et puis, s'il y avait des questions qui vous venaient, n'hésitez pas via contact@imo-formation.fr à nous faire un petit mail, un petit retour, nous appeler. Donc, on est à votre écoute si vous voulez qu'on mette en place des choses concrètes pour vous. Merci, Madame Van Poel pour les remerciements. Eh ben, nous allons vous... On va vous saluer. On vous dit donc à très bientôt et n'hésitez pas, on reste disponible. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir.